Voilà, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement Pierre Gattaz et Pierre Moscovici pour cette rencontre exceptionnelle. Temps d'échange intense, évidemment, moment fort de ces universités d'été du MEDEF, à l'initiative et à l'invitation de Pierre Gattaz, ce temps d'échange qui durera 30 minutes. Donc en 30 minutes, Monsieur le Ministre et vous, Pierre Gattaz, allez pouvoir échanger sur différents sujets. Pierre Gattaz, vous me disiez il y a un mois sur Europe 1, dans des chiffres et des êtres, je serais ravi que le gouvernement vienne ici, sur les terres du MEDEF. C'est chose faite. Vous parlez aussi de croiser des chemins. Eh bien, je crois que c'est l'occasion de croiser les regards, de croiser les points de vue sur cette France de 2020 et 2025. Voilà, un mot d'accueil de la part de Pierre Gattaz et je vous remercie encore vous tous et vous toutes d'être avec nous cet après-midi. Oui, merci beaucoup. On va peut-être attendre 3 secondes qu'il n'y ait plus trop de bruit dans cette salle. D'abord, je voudrais remercier vivement Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances qui a bien voulu accepter de venir échanger cet après-midi avec nous, des chefs d'entreprise, dans un moment très particulier. Et bravo d'avoir eu de faire ce plaisir et d'avoir eu le courage de ne pas annuler cette réunion. Je pense que c'est important pour nous tous, car dans cette salle, vous avez 3000 chefs d'entreprise, si vous voulez, qui sont prêts à s'investir pour leur pays, qui sont prêts à développer l'emploi, qui sont en fait 90% des solutions du pays dans cette salle. Vous avez des grands patrons qui sont ici, des ETI, des PME, des TPE. Je voudrais aussi dire un mot de Jean-François Roubaud qui a bien voulu nous rejoindre à l'université d'été. Et si vous voulez, c'est important car vous voyez une unité patronale. Ce n'est pas de la politique qu'on fait. Vous avez 95% ou 90% des solutions dans cette salle. Nous apportons des solutions à l'emploi, à l'intégration, aux jeunes, aux investissements, au commerce extérieur, à tous les problèmes des défis du futur. Nous avons 90% des sujets entre nos mains, un moteur extraordinaire, je dirais, de Formule 1. Il faut faire fonctionner ce moteur correctement parce que vous avez des gens qui désespèrent en se disant mais c'est pas possible et qui n'ont pas envie d'aller créer des emplois délocalisés, etc. On veut créer des emplois dans notre pays, on veut développer notre pays et notre obsession, c'est l'emploi en France. Et c'est le rayonnement de la France et c'est de faire gagner la France. C'est ça qu'on voudrait vous exprimer cet après-midi, monsieur le ministre. Alors, vous comprenez, monsieur le ministre, que vos propos sont très attendus en ce moment. Je dois vous rappeler, j'ai fait quelques mois de campagne avec Geoffroy, Patrick et d'autres. Nous avons rencontré des milliers de chefs d'entreprise, les forces vives du pays, et que ces personnes-là sont stressées. Elles sont stressées par des carnets de commandes qui sont faibles encore. La crise n'est pas derrière nous. Elles sont stressées par des rentabilités faibles. Les plus faibles d'Europe en moyenne, c'est le rapport gallois qui le dit, entre autres. 28% de marge par rapport à 40 moyenne européenne et 42 en Allemagne. Nous sommes parmi les rentabilités les plus faibles d'Europe. Tout ça, et puis troisième stress, tout ce qui va intervenir dans les réformes et les décisions à venir. Nous avons en effet cette décision sur la retraite, très importante, c'est un marqueur. Et vous avez derrière le PLF 2014, vous avez le PLF de SS, vous avez ensuite tout ce qui est formation professionnelle, vous avez la transition énergétique, vous avez le chômage. Et si à chaque fois, à chaque réforme, à chaque décision, eh bien, nous avons 0,5 points de cotisation en plus ou 2 milliards de charges en plus, vous vous rendez compte dans quel état on va arriver à Noël? 12% de chômeurs. Alors, donc, pour résumer, Monsieur le Ministre, nous avons 3 problèmes majeurs. Un problème, et ces problèmes-là sont connus, mais depuis des années,
l'ensemble du monde entier, que ce soit des instituts économiques, que ce soit le FMI, que ce soit la Commission européenne, que ce soit la Cour des comptes le répète et le rappelle, ce que nous disons, nous avons 3 problèmes majeurs pour faire que ce moteur de Formule 1 que nous représentons fonctionne beaucoup mieux. Premier problème, coût du travail. Nous avons un coût du travail qui est trop élevé en France. Ça fait 10 ans qu'il dérive, plus que 10 ans. Nous sommes à 35 € en moyenne horaire par rapport à 32 € en Allemagne et 28 en moyenne européenne. Nous avons estimé à 50 milliards d'euros de trop sur le coût du travail, ce qui nous rend absolument pas compétitifs. Premier grand problème. Deuxième grand problème, la fiscalité. Là encore, 50 autres milliards. Nous savons que nous dérivons aussi en fiscalité et il y a ces charges, ces impôts, ces 200 impôts, taxes affectées, cet enfer fiscal que vous avez dénoncé aussi il y a quelques jours. Et d'ailleurs, Monsieur le ministre, je voudrais vous faire applaudir d'avoir eu le courage de dire ras-le-bol fiscal. C'est un point important et je crois que vous avez lancé une nouvelle ère peut-être dans notre pays grâce à ces 3 mots ou ces 4 mots extrêmement importants pour nous. Donc, un problème de coût du travail, un problème de fiscalité et un problème de complexité. Vous savez que nous vivons dans un monde, et là encore, depuis des années, des dizaines d'années, la complexité fiscale, sociale, réglementaire, environnementale s'est considérablement accrue dans notre pays. Nous avons 85 codes, dont 3 font plus de 3000 pages, code du travail, code des impôts, code de l'urbanisme, et nous avons 400 000 normes. Tout ça, si vous voulez, encore une fois, dans le monde dans lequel nous sommes, un monde ouvert à la compétition internationale et où nous devons nous développer dans le monde, idéalement à partir du pays, eh bien, tous ces codes, ces normes, cette complexité est insupportable pour nous. Alors, tout ça pour vous dire, si vous voulez, que nous sommes donc... ce que je voulais vous dire, c'est que notre combat, c'est vraiment l'emploi. L'emploi, c'est les entreprises que nous sommes qui pouvons le créer. Et aujourd'hui, cette réforme des retraites nous a été assez insupportable. Pourquoi ? Parce qu'en effet, nous avons eu une promesse, une certitude de hausse de cotisation face, en effet, à des promesses de baisse de cotisation. Et ça, on ne peut plus avoir... on a besoin d'autre chose que des paroles ou des promesses. Il nous faut maintenant des actes, du concret, des engagements, et pas de calcul politique, mais d'un discours de vérité, ce que j'essaie de vous tenir. Et la confiance se bâtira ainsi, jour après jour, avec vous. Donc, je vais vous laisser la parole, Monsieur le Ministre, et encore une fois, merci d'être avec nous. Nous savons que vous êtes le ministre de l'Économie et des Finances, que vous êtes l'un des plus importants porte-parole pour nous dans ce gouvernement, que vous connaissez les entreprises, que vous connaissez l'économie. Donc, j'espère que vous allez comprendre, que vous comprenez nos angoisses et que vous comprenez qu'au-delà du MEDEF, qu'au-delà de ces universités, vous avez l'ensemble des forces vives du pays qui sont prêts à faire avancer le pays dans le bon sens, comme tous les pays aujourd'hui le font, émergents. Faites le choix de l'entreprise, faites le pari de l'entreprise. Merci infiniment. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Vous m'avez remercié d'être présent parmi vous. Il n'y a pas de quoi. Pour une raison très simple, c'est que je suis heureux d'être ici, comme je l'ai été souvent, parce que c'est la place du ministre de l'Économie et des Finances. Que le ministre de l'Économie et des Finances doit être à l'écoute des entreprises. Mieux, il doit être le ministre des entreprises. Je connais en effet les attentes du monde économique à l'écart du gouvernement, notamment en matière de coût du travail, de fiscalité, de prélèvements obligatoires. Je vais y répondre de manière très directe, en effet. Mais pour commencer, je veux vous dire que vous définissez comme un MEDEF de combat, et nous devons être au combat, ensemble, avec la même bataille, qui est la bataille pour la croissance, qui est la bataille pour l'emploi, qui est la bataille pour l'emploi en France. Et moi, j'ai une conviction très profonde, même s'il nous arrive de ne pas avoir le même point de vue, je vous demande de la croire, c'est que la croissance passe par l'entreprise, par sa volonté d'investir, par sa capacité d'investir, par la confiance qu'elle retrouve. Et vous avez besoin pour ça, et j'en suis très conscient aussi, de stabilité, de règles qui soient lisibles, de plus de souplesse, de moins de rigidité, de simplification, d'économie, d'encouragement à la compétitivité.
Et donc nous partageons la bataille, et c'est pourquoi nous devons, sans ignorer encore une fois les différences de position, avancer dans le même sens. Et c'est la signification de ma présence ici. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez posé les problèmes, notamment coût du travail, fiscalité. Je veux commencer par là, parce que autant se dire les choses, être tout de suite dans le dur ou le vif du sujet. Je veux être clair avec vous et ne pas me payer de mots sur la question des prélèvements obligatoires. Et je vais poser 2 questions, donner 2 réponses. Première question, le niveau des prélèvements de nos entreprises est-il bon pour l'économie et pour l'emploi? Ma réponse est non, et donc il faut agir en conséquence. Deuxième question, le niveau des cotisations qui pèsent sur le travail, en particulier, doit-il baisser? Et là encore, indéniablement, ça a été le résultat des travaux de la commission Gallois, du rapport Gallois. Il était trop élevé et nous avons choisi de le baisser fortement avec le crédit d'impôt compétitivité emploi. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, mais je vais expliciter comment, c'est que le CICE, qui est une bonne mesure, ne referme pas le dossier du coût du travail. Il faut évaluer les résultats obtenus, il faut aller plus loin, il faut poursuivre la réflexion. Ça, ce sont les 2 premières choses que je souhaitais vous dire. En précisant que sur tous ces points, c'est ma position, celle du ministre de l'économie et des finances, mais ce n'est pas que ma position, c'est la position du gouvernement. Alors, progressant un peu, je veux aller vers le projet de loi de finances pour 2014 et globalement vers les textes que nous sommes en train d'élaborer. Et je veux vous faire passer un message, c'est que s'agissant des équilibres, parce que nous devons réduire les déficits, ça c'est notre tâche. Les déficits de la France, en 2012, ils étaient considérables, 5,5% du PIB. Ils étaient insupportables, ils étaient incompatibles avec nos engagements européens. Nous avions l'obligation de les réduire. Et c'est d'ailleurs une chose qui est importante pour vous aussi, parce qu'un pays qui s'endette, c'est un pays qui s'appauvrit, et le niveau des taux d'intérêt qui est servi à la France, c'est aussi quelque chose qui bénéficie à l'entreprise. Mais maintenant, nous voulons avant tout faire l'effort de réduction des déficits dits structurels par des économies de dépenses. En 2014, nous ferons au moins 14 milliards d'économies dans un contexte où le budget de l'État devrait, je le rappelle, baisser pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale de 1,5 milliard d'euros. Ça, ce sont nos engagements. S'agissant de la fiscalité, les arbitrages, vous le savez, ne sont pas définitivement rendus. Je ne peux donc pas vous dévoiler le détail des mesures. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le message des entreprises, il est entendu, il sera entendu. Et concrètement, en tant que ministre de l'économie et des finances, je veux m'engager devant vous sur 4 points. Premier point, la hausse des cotisations patronales consécutive à la réforme des retraites annoncée par le Premier ministre sera intégralement, et je dis bien intégralement, compensée par une baisse des cotisations famille, ceux dès 2014 et aussi pour l'intégralité du mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2017. C'est une question de cohérence avec la politique de compétitivité que nous menons depuis notre arrivée. Autrement dit, je vais le traduire d'une formule très simple, la réforme des retraites ne pèsera pas sur le coût du travail et c'est un engagement que nous prenons sur toute la durée de ce mandat. Deuxième engagement, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il doit produire pleinement ses effets. Il doit s'inscrire dans la durée, là encore pour le mandat. Comme vous le savez, toutes les entreprises françaises qui ont des salariés vont bénéficier de manière très simple de cette mesure qui est équivalente à une baisse du coût du travail de 4% en 2013, c'est déjà sensible, et de 6% en 2014. Cette baisse, encore une fois, elle était indispensable, nécessaire, pour que nous puissions rattraper le terrain perdu en termes de compétitivité. Vous avez donné les chiffres par rapport à l'Allemagne. Je veux dire ici devant vous que cette baisse, elle est sans contrepartie, qu'elle est sans contrôle fiscal, qu'elle se fera sur simple déclaration et qu'en 2014, ça tiendra, vous parliez de simplification, en 2 lignes sur la feuille d'impôt de l'année prochaine, mais cette fois-ci pour baisser le coût du travail. Nous devons poursuivre la logique initiée par le CICE sur le financement de la protection sociale, qui est celle de la baisse du coût du travail. Le cadre, quel est-il?
c'est celui des cotisations acquittées pour les entreprises pour financer la branche famille. Et nous allons mener le chantier de la réflexion sur le financement de la protection sociale, et notamment sur la branche famille, dans la concertation avec tous les partenaires sociaux et avec vous, les chefs d'entreprise, au premier chef. C'est le deuxième engagement, maintien du CICE et ouverture d'un chantier sur le coût du travail à partir de la famille. Troisième chantier, je souhaite que nous modernisions l'imposition qui pèse sur les entreprises pour faire baisser la fiscalité qui pèse sur la production. Et nous devons engager une réflexion et même des décisions sur une assiette plus pertinente économiquement que les facteurs de production. Enfin, quatrième engagement, c'est une conséquence de tout ça. Le niveau des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises va baisser. Il sera d'ailleurs, s'agissant de l'ensemble de l'économie, vous l'avez vu, Bernard Cazeneuve vous l'a dit ce matin, en règle générale, quasi stabilisé. Je ferai remarquer au passage que nous aurons évité toute une série de mesures qui auraient pesé sur les entreprises. Vous les avez entendues. La taxe sur les dividendes, nous ne la ferons pas. La hausse de la CSG, nous ne la faisons pas. Et même, il y a la question du gel du barème de l'impôt sur le revenu, que nous ne le faisons pas. Et c'est aussi bon pour les entreprises parce que vous avez besoin de consommateurs qui ont du pouvoir d'achat. Voilà les 4 engagements que je prends ici. Pour les concrétiser, je vais vous donner, parce que des engagements en l'air, vous en avez déjà entendu. Une feuille de route et un calendrier. Un calendrier, en effet. Nous devons mener à bien ce travail le plus vite possible. Ça veut dire quoi? Premièrement, au-delà du CICE, qui produira pleinement ses effets en 2014, qui diminue vos charges, les prélèvements obligatoires sur les entreprises n'augmenteront pas dès le projet de loi de finances 2014. Ce sera donc effectif sur les impôts 2014. Deuxièmement, la réflexion sur la modernisation de l'impôt des entreprises. Nous devons la mener avec vous, le MEDEF, avec la FEP, avec la CGPME. Et je salue ici Jean-François Roubaud, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Là encore, pour que ça puisse prendre effet dès les mesures du PLF 2014. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec Bernard Cazeneuve, nous sommes prêts à commencer demain, enfin après la fin de votre université d'été, pour, encore une fois, prévoir cet allègement intelligent de la fiscalité des entreprises dans le PLF 2014. Je souhaite que la concertation sur le financement de la protection sociale commence le plus vite possible, là encore c'est une question de jours, et que nous puissions faire, je sais que vous y êtes sensible, un point d'étape sur ce sujet avant la fin de cette année. Je veux ajouter un mot, parce que je ne veux pas être trop long, 2 mots. D'abord sur ce que nous ferons dans le cadre de la politique de compétitivité que nous avons déjà engagée, et aussi dans le cadre du PLF. Je veux insister sur 2 ou 3 choses. Première chose, les assises de l'entrepreneuriat. Le président de la République les a voulues comme un message fort à destination de ceux qui prennent des risques, qui s'engagent, qui créent de la valeur, vous, et de l'emploi. Et dans ce sens-là, nous avons profondément réformé, après un épisode difficile, M. Roux de Bézieux s'en souvient, celui des pigeons, la fiscalité des plus-values mobilières de cession. Chacun conviendra que désormais nous avons trouvé un système qui est non seulement aussi avantageux qu'avant, mais même plus avantageux qu'avant. Nous allons aussi renforcer les exonérations en faveur des jeunes entreprises innovantes, qui avaient été brutalement rabotées en 2011. Et je prends un autre exemple pour montrer l'application de ces mesures, c'est la suppression de l'indicateur 0,40. J'imagine qu'il y en a un certain nombre de vous qui savent de quoi il s'agit. Il correspond à la situation d'un chef d'entreprise qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire datant de moins de 3 ans. Aujourd'hui, ça fait quand même 150 000 chefs d'entreprise qui ont été en quelque sorte un peu marqués au fer rouge par ça. Eh bien, j'ai signé cette semaine le décret de suppression de l'indicateur 0,40. On ne doit pas stigmatiser qui que ce soit pour un accident de parcours dans une vie économique. Je pourrais citer aussi ce que nous avons fait pour le financement de l'économie. Vous avez eu la gentillesse, Monsieur le Président, de saluer l'augmentation du plafond du PEA de 132 000 à 150 000 euros et la création d'un PEA-PME de 75 000 euros que j'ai annoncé en début de semaine en région en Bretagne. Voilà, là encore, ce que nous allons faire. Et ce que je voulais vous dire simplement, c'est que toutes ces mesures, bien sûr, je parlais de budget de croissance et de budget pro-entreprise, seront inscrites dans le PLF 2014. Dernier sujet que je voulais évoquer, c'est, j'ai noté que vous y accordiez de l'importance, vous parliez de complexité.
Quand les choses sont trop complexes, il y a une chose qu'il faut faire, c'est simplifier. La simplification, c'est la volonté du président de la République qui s'est engagé dans l'idée d'un choc de simplification. C'était le 17 juillet dernier. Ça tombe bien, Pierre Gattaz a parlé lui aussi de choc de simplification. Très bien. Les grands esprits se rencontrent. Donc je présenterai un projet de loi dit d'habilitation à simplifier la vie des entreprises pour pouvoir agir sur ordonnance en Conseil des ministres. Et je peux vous dire que ce projet de loi, c'est la semaine prochaine, le 4 septembre, que je présenterai, avec l'objectif qu'il soit adopté définitivement d'ici à la fin de l'année. Concrètement, évidemment, il s'agit de faciliter la vie des entrepreneurs, de leur faire gagner du temps en agissant sur différentes facettes de l'activité, création, financement, vie sociale, projet immobilier. Et là aussi, nous allons, je crois, répondre. Je me souviens de ce que disait Guillaume Poitrinal, la France malade de son temps, accélérer les choses. Et j'ai lu des études qui montraient que la simplification peut faire gagner 0,8 points de PIB rapidement et beaucoup plus que cela sur le plus long terme. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement, que je suis là pour vous écouter, pour comprendre, pour dialoguer, pour avancer et que ma volonté, c'est bien que nous ouvrions ensemble tous ces chantiers, mais avec l'intention ferme de les conclure. Pourquoi ? Pour que les entreprises, effectivement, puissent être plus compétitives, pour que les prélèvements obligatoires qui pèsent sur elles ne les étouffent pas, pour qu'elles aient plus de simplicité. Et donc, je crois qu'il y a des pistes de travail fructueuses. Vous aviez souhaité qu'on fasse un pacte de confiance, Monsieur le Président. Le pacte de confiance, ce n'est pas forcément que chacun adopte unilatéralement et complètement le point de vue de l'autre. Mais moi, je saisis cette main que vous m'avez tendue pour qu'on puisse mener ces travaux ensemble et les mener vite. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, Pierre Gattaz. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai noté quelques points et quelques questions à vous poser. Vous parlez d'un MEDEF de combat. Alors, oui, nous sommes des combattants parce que nous sommes des conquérants, mais ce n'est pas un combat de rue, ce n'est pas un combat négatif. L'approche que nous avons dans ce MEDEF et parmi les chefs d'entreprise, c'est une approche pour l'emploi. C'est un combat pour l'emploi, pour l'économie. C'est pour une France qui gagne. Et je crois que c'est très important. Nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un parti d'opposition. Et nous voulons faire gagner notre pays. C'est très important. C'est une force de progrès. C'est nous qui avons 90% des solutions. Je voulais vous le rappeler parce que nous avons trop tendance à être pestiférés, mis à droite ou dans des coins qui ne nous intéressent pas. Nous, c'est l'entreprise et c'est l'emploi qui nous intéresse. C'est très important de le redire. Il y a un niveau d'urgence. Je crois que le monde tourne. Le temps du business et de nos entreprises n'est pas le même que le temps politique. Et si vous voulez, aujourd'hui, on attend toujours, il y a toujours des débats éternels. Et nous, il faut qu'on développe nos entreprises. Les marchés évoluent, le monde évolue, ça va très vite et de plus en plus vite. Donc, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, nous avons besoin de mesures d'urgence et pas en 2015 ou 2016. C'est maintenant que ça doit se jouer. C'était un point sur lequel je voulais beaucoup insister. Ensuite, nous avons besoin de lisibilité. Vous savez, il y a un point important et qu'on a constaté, nous tous, victimes de la fiscalité excessive française, si je peux m'exprimer ainsi. On crée un prélèvement obligatoire ou un impôt, et puis 6 mois après, on dit oh là là, c'est trop grave, on va créer le crédit impôt pour alléger ou adoucir le premier impôt. Et puis après, on se pose la question, mais comment je vais financer mon crédit d'impôt? Et je crée un 3e impôt pour financer le crédit d'impôt. C'est ubuesque, si vous voulez. Arrêtons de complexifier et... Quand il faut baisser des charges ou des prélèvements obligatoires, il faut les baisser, il ne faut pas les augmenter, puis trouver le système extrêmement compliqué qui en plus à rallonge, qui nous donne en plus un travail administratif considérable. En plus, vous, de votre côté, il faut que vous gériez le prélèvement obligatoire, le crédit d'impôt et le nouvel impôt que vous allez mettre en place. Je dirais qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc, je pense qu'il faut arriver dans une mesure qui n'est plus de mettre des sparadraps sur des jambes de bois, mais d'aller dans la réalité de la baisse à la fois des cotisations et des charges. 4e point, je vous dis l'obsession que nous avons, et la mienne, c'est l'emploi. Pourquoi? Parce que le chômage est le point le plus dramatique du pays, à mon avis. 11%, c'est une triple peine pour nous tous.
c'est une peine, un drame humain. C'est très important. Deuxième peine, c'est un coût économique pour la collectivité. Et troisième point, plus vous avez de chômeurs, moins vous avez d'actifs, et donc moins vous avez de gens pour cotiser sur les fameux régimes sociaux dont on parle et la retraite. Et donc vous êtes en processus auto-accélérateur, et qui fait que si vous réglez ce problème de chômage qui s'accroît et de déficit par rajouter des cotisations et des impôts, vous ne faites qu'alimenter un cercle vertueux de chômage qui va grossir. Merci. Alors justement... Alors, excusez-moi, je peux terminer ? Bien sûr. Autre chose très importante, je m'excuse, j'ai ma petite liste que j'ai prise en vous écoutant. Le problème des dépenses publiques en France est un problème extrêmement important pour nous, parce qu'on aura beau se retrouver chaque année pour discuter du PLF 2014, 2015, 2016, mais s'il n'y a pas une action courageuse, comme l'ont fait les Canadiens, les Suédois, les Anglais, les Espagnols et beaucoup de pays pour réellement baisser nos dépenses publiques, eh bien, tous les ans, nous serons en train de nous lamenter sur les 500 millions, les 1 milliard, les 2 milliards que vous allez nous faire supporter. Et je crois que c'est très important qu'il y ait un moment, un gouvernement qui prenne la mesure du problème, qui est d'ailleurs dénoncé par l'ensemble des instituts dont j'ai parlé, et qui fait que 57% du PIB, des dépenses publiques en PIB, c'est insupportable, sachant que la moyenne européenne est à 50%, vous le savez, que l'Allemagne est à 45%, nous avons 12 points de plus de dépenses publiques, ce qui fait 240 milliards de plus de dépenses publiques et 500 000 fonctionnaires de plus que les Allemands. Donc il y a un moment, si vous voulez, sans créer la révolution en France, on le sait bien, et nous le faisons dans nos entreprises, la structure de nos entreprises, on la passe à la toise tout le temps, toutes les semaines, tous les mois, et qui fait que cette structure, elle est au service des forces vives de l'entreprise, elle est au service de ceux qui vont nous rapporter des commandes, des producteurs, des innovateurs, des ingénieurs, des créateurs. Aujourd'hui, la France fonctionne à l'envers. La sphère publique augmente, et on a l'impression d'être au service de cette sphère publique, avec un carnet de chèques ouvert sur le dos des ménages, des salariés et des entreprises. Donc, j'ai encore 2 points. Excusez-moi, j'ai encore 2 points. Je finirai ma liste à l'après-vert, mais pendant qu'on vous tient, on ne vous lâche plus. Juste, vous aurez tout sur la table après, et vous ferez le tri du musée des horreurs. Donc, dépenses publiques. Dépenses publiques, 57%, c'est pas possible. 1150 milliards, si on nous dit on rabote la hausse, certes, c'est déjà un début de commencement, mais il faut non seulement raboter la hausse de ces dépenses, mais aller dans le vif du sujet en faisant une vraie réforme. Encore une fois, les Canadiens nous ont montré qu'ils ont réduit leurs dépenses publiques en 3 ans de 10%, ce qui est absolument magistral. Et nous pouvons vous aider, nous MEDEF, nous entreprises, nous entrepreneurs, car nous faisons ça toute la journée avec des tas d'idées de management, de RH, de qualité totale, de lean management, de motivation des équipes pour trouver ces gaspillages qui fait que lorsque vous demandez aux gens opérationnels dans nos entreprises où sont les gaspillages, eh bien, ils vous donnent 10 idées par jour et à la fin, vous faites 10% d'économie sur votre structure, sans douleur et sans révolution. Encore un thème, la simplification, j'en ai beaucoup parlé. Nous vivons, nous, dans un combat qui est l'emploi, les commandes, l'excellence opérationnelle, l'intimité client, mettre en place des nouvelles technologies, intégrer le numérique. Et plus on est dans un monde complexe, administratif, fiscal, social, moins vous vous intéressez à vos clients, à vos hommes et vos femmes, à vos salariés, à la motivation, et plus vous faites du papier administratif. Et ça, là aussi, je crois qu'il y a, dans votre choc de simplification que j'ai beaucoup salué, comme nous avons salué le rapport Gallois, comme nous avons salué et applaudi le PE1 et PME, donc nous sommes, vous voyez, nous applaudissons lorsque ça se passe très bien, et bravo pour ces initiatives. Sur le choc de simplification, je crois qu'il ne faut pas louper cette idée. Nous avions proposé, ou j'ai proposé hier, 2 idées très simples. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement dire qu'on pourrait se donner l'objectif de réduire de 5% tous nos codes par an, et qu'au lieu d'augmenter les pages, les textes,
eh bien on les réduit. On se met dans un processus de réduire. Vous savez, la simplification, c'est très compliqué. Et je voudrais citer le premier smartphone d'Apple. Le génie d'Apple et de Steve Jobs, ça a été de simplifier la complexité. Le smartphone, le premier, un enfant de 5 ans était capable de l'utiliser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplifié la complexité pour l'utilisateur. Toute la complexité derrière, je rêverais d'un monde où, au lieu de faire plus 5% sur tous les codes et les textes, on se mette dans un objectif collectif. MEDEF, tout le monde y participe pour baisser de 5%. Et deuxième idée, appliquer ce que font les Anglais, one in, two out. C'est-à-dire, ils ont appliqué le principe de une loi créée, on supprime 2 textes de loi. Systématiquement. Et ça, ce sont des objectifs français majeurs, fantastiques, qu'on partage, qu'on fait passer à la télé. Et je dirais qu'on met toute la France en mouvement sur des objectifs ultra simples, ultra facile, et tous les députés, tout le monde se met dans ce mouvement-là. Je crois que sinon, vous allez vous rendre compte qu'en 2020, on aura 5000 pages au Code du travail, 6000 pages au Code des impôts, et je dirais que là encore, péril fiscal. Et je voudrais juste terminer sur un point, excusez-moi, qui est un point extrêmement positif, qui est de dire, nous avons tout à fait applaudi l'initiative 2025 du président de la République, je vous l'ai dit, pour nous, c'est important. Nous avons lancé aujourd'hui et hier le projet France 2020, une France qui gagne. Pourquoi? Car nous voulons mettre toutes ces réformes en perspective. Nous voulons donner un sens à ces réformes et je pense que les Français, les concitoyens, nos salariés seront beaucoup plus à même d'accepter des réformes si on leur montre un cap au pays France. Et encore une fois, dans cette salle, vous avez tous les gens qui vont pouvoir relever les défis du futur à inventer, les défis de la mondialisation à prendre, les défis du numérique à récupérer, à développer, le défi de l'Europe à finir de construire et enfin le défi de l'audace créatrice et de la création d'entreprises à booster, développer, former. Donc tous ces 5 défis majeurs qui pourraient faire que notre pays soit un grand pays et que le chômage baisse grâce à nous, eh bien le pacte de confiance que nous avons proposé déjà au gouvernement, que j'ai présenté au président de la République le 4 juillet, le lendemain de mon élection, c'est de dire nous allons dessiner l'avenir et tous ces défis et nous allons embarquer les citoyens français, nos salariés, nos ingénieurs, nos jeunes qui partent. Votre responsabilité, monsieur le gouvernement, monsieur le ministre, c'est de nous faire le terreau social, fiscal, environnemental, qui fasse que toutes nos PME, nos ETI se développent en France, n'aient plus peur d'embaucher. Et tout ça, ce sera pour le bien du pays, de nos salariés, des concitoyens. Merci beaucoup. Alors, Pierre Moscovici, vous l'avez compris, aller plus vite, plus loin. C'est le message de Pierre Gattaz. Je sais ce que vous allez nous répondre. On n'est pas resté les bras croisés. Hein. On est dans une logique. Non, je ne vais pas forcément revenir sur ce que nous avons déjà fait parce que, je l'ai déjà présenté un peu. Je voudrais simplement faire quelques réflexions en réponse à ce que dit Pierre Gattaz. D'abord sur le MEDEF de combat. Si j'ai moi-même évoqué cette expression, c'est parce que mon sentiment n'est pas du tout que nous sommes dans un combat les uns contre les autres. Nous sommes dans le même combat, nous sommes dans le même bateau. Combat pour l'entreprise et combat aussi pour l'entreprise qui nous rassemble tous, qui est l'entreprise. C'est le combat. Voilà, je vous donne celui-ci. Excusez-nous. Le mien ne marche plus. Donc MEDEF de combat et ensemble avec le gouvernement pour gagner en 2020-2025. Allez, vous voyez, on échange les regards et les micros. Non, je ne dis pas ensemble avec le gouvernement, nous sommes une grande démocratie, chacun peut avoir ses convictions comme citoyen. Je dis ensemble tout simplement, c'est-à-dire ensemble dans un combat pour le pays, dans un combat pour l'emploi. Et ma conviction, en effet, je peux le dire ici, je reprends votre mot, moi je n'ai jamais considéré l'entreprise comme un problème. Je pense que l'entreprise est une solution. Je pense que le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces solutions puissent fonctionner de la meilleure des façons. Je veux aussi réagir sur un autre mot que vous avez utilisé, c'est le sentiment de l'urgence. N'ayez pas cette sensation que les politiques ont tout leur temps. Le temps démocratique va vite aussi. Nous sommes là depuis mai 2012, ça fait déjà 1 an et demi. Nous sommes là pour 3 ans et demi devant nous. Et nous savons aussi ce sur quoi les Français jugent les politiques, surtout dans une période de crise. C'est sur les questions de la croissance, assez abstraites, et sur les questions de l'emploi qui sont très concrètes. Donc là encore, côte à côte, notre objectif c'est le même, c'est de créer des emplois en France. J'y insiste beaucoup. Et vous savez que le président de la République a un objectif, c'est l'inversion de la courbe du chômage avant Noël. C'est également un combat commun. Alors par rapport à ça, une fois ceci posé,
quelques réponses à vos interpellations. Lisibilité, stabilité. J'ai moi-même utilisé ces mots au début de mon intervention. Je crois en effet que nous avons dans ce pays un empilement de législation, de règles, de normes qui est devenu insupportable. Et si nous avons décidé de légiférer par ordonnance, d'abord sur le logement, et maintenant, c'est ce que je vais présenter mercredi, sur la simplification de la vie des entreprises, c'est justement pour aller vite. Les ordonnances, c'est une procédure qui est assez contestée par les parlementaires. Il y en a dans la salle. Là, Ils n'aiment pas dans le ça. bon sens, là. Mais les ordonnances, ça permet d'aller plus vite. Eh bien, nous allons demander cette habilitation au Parlement. Et c'est ce que je vais présenter la semaine prochaine, parce que moi aussi, je suis habité par ce sentiment d'urgence et cette nécessité de simplifier. En même temps, soyez aussi conscients que tout n'est pas complexité. Je vais reprendre l'exemple du CICE. Là-dessus, j'ai un petit point de divergence avec vous. J'en ai même deux. Le premier, c'est que le CICE n'est pas une compensation par rapport à des impôts qui existaient avant. Le CICE, c'est le résultat d'une commande qui a été passée par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, à Louis Gallois, qui connaît l'entreprise, c'est un chef d'entreprise, pour faire un diagnostic et ensuite pour prendre des mesures. Et nous avons décidé, ça n'est pas de soi, une mesure qui est une mesure de très grande ampleur, ce sera 20 milliards l'an prochain, de baisse du coût du travail. Et deuxièmement, je sais qu'en 2013, les choses étaient un peu compliquées parce que le crédit d'impôt s'applique l'année d'après. Et on confond parfois le préfinancement du CICE. Tout le monde n'y a pas accès, tout le monde n'en a pas besoin. C'est en fonction, par exemple, de difficultés de trésorerie et le CICE. Mais comment ça va marcher? Je vous le redis ici. J'entends parfois dire c'est un objet de contrôle fiscal, comme le crédit d'impôt recherche d'ailleurs au passage. Les consignes que j'ai données à l'administration fiscale, c'est que le CICE soit exclu du champ du contrôle fiscal. C'est une mesure qui est sans contrepartie et qui est automatique, mesdames et messieurs. Et l'année prochaine, vous aurez 2 lignes à remplir, 2 lignes pour pouvoir en bénéficier. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, puisque j'ai dit moi-même que nous devions aller plus loin dans le mouvement de baisse du coût du travail. Sur les dépenses publiques, enfin, je veux en dire un mot. Moi, je ne suis pas du tout gêné par ce que vous avez dit pour une raison très simple. Je le vois comme ministre de l'économie et des finances, je suis beaucoup appelé dans des instances internationales ou européennes. 57% de dépenses publiques dans le PIB, ça ne va pas. Et quand j'entends certains dire « nous sommes à l'os », je ne suis pas d'accord. Il faut réduire le poids des dépenses publiques dans le PIB, le faire résolument, le faire vite et le faire fort. On évoque souvent le passé. Le général de Gaulle, Georges Pompidou. À l'époque, on ne disait pas que la France n'était pas une puissance qui avait une politique industrielle. Mais les dépenses publiques étaient en deçà de 40% du PIB. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais je dis que cette action doit être extrêmement résolue et stratégique. Avec un cap partagé sur 2025, pour terminer. Je donne deux chiffres. D'abord, je reviens sur ce que j'ai dit, 14 milliards d'euros de dépenses publiques en moins l'an prochain. Je vais vous prendre un exemple que je connais. Je suis moi aussi, non pas un chef d'entreprise, mais le chef d'une administration, ministère des Finances. 170 000 personnes. Et dans cette administration, qui est une administration d'élite, pas seulement parce qu'elle se pense comme ça, mais j'étais lundi en Bretagne dans un centre des finances publiques, il y a 12 millions de personnes qui vont aller rencontrer les agents des finances publiques cette année. C'est considérable, rien que pour les impôts. 17 millions au total. Ce sont des gens qui méritent, franchement, et vous le savez, ils sont à votre contact, le respect de la nation. On supprime 2350 emplois publics par an dans mon ministère, dont 2000 à la Direction générale des finances publiques. Et on le fait avec, les choses ne sont pas tout à fait équivalentes, mais aussi avec des plans stratégiques, aussi en concertation avec les gens, et on le fait de manière tout à fait résolue, et je pense qu'il faut continuer. Et la deuxième chose, c'est que nous avons mis en place pour ce faire un processus qu'on appelle la modernisation de l'action publique, confié directement au Premier ministre, qui va maintenant porter ses fruits parce que ça repose sur des évaluations de politique publique et ça donne les outils. Mais nous avons bien l'intention de continuer sur ce rythme, Monsieur le Président, sur ce rythme de baisse des dépenses publiques, d'économie, et je voudrais qu'à la fin des 5 ans, les Français se prononcent démocratiquement sur la base des résultats du chômage, de l'emploi, de leurs préférences politiques, mais je souhaite vraiment que la dépense publique en France soit nettement inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, en 2017, et c'est l'action que je mènerai tant que je serai ministre de l'économie et des finances.
Alors, Pierre Moscovici, on voit que vous regardez dans la même direction que Pierre Gattaz, à quelques points de divergence près, mais 2020-2025. Je vais laisser conclure Pierre Gattaz par rapport à cet échange. Je vais dire un mot sur 2020-2025. Oui. Il y a 5 ans de différence à peine. Il y a une différence d'horizon temporel, mais moi je me réjouis tout à fait aussi que le MEDEF ait ce projet à 2020. Et je pense que de toute façon, la France à 2025 ou à 2020, nous la construisons ensemble, dans la concertation, dans le dialogue social. Ce n'est pas un projet que le gouvernement va plaquer d'en haut. C'est un projet qui va être élaboré sous la houlette de Jean Pisani-Ferry, dans le cadre du Conseil de la stratégie et de la prospective, du commissariat de la stratégie et de la prospective. On renoue là avec une tradition très importante en France, qui fut celle de Jean Monnet et du commissariat au plan. Je relisais cet été les mémoires de Jean Monnet. Il définissait avant tout le commissariat au plan comme un lieu où on se rencontre, où on concerte. Donc parlons ensemble, 2020-2025. Cet horizon qui finalement est assez proche, mais qui nous est totalement commun. Un cap commun, donc. Pierre Gattaz, une conclusion pour cet échange avec Pierre Moscovici. Oui, Monsieur Moscovici, merci d'abord d'être venu. Vous avez dit l'entreprise est une des solutions. Nous, on croit que l'entreprise, c'est la solution. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que l'emploi, c'est nous. L'entreprise, c'est nous, et vous savez que l'entreprise, pour qu'elle vive et qu'elle croisse, il lui faut de la croissance. Pour qu'elle fasse de la croissance, il lui faut de la compétitivité, innovation, etc. Tout ce qui est notre travail. Et derrière cette compétitivité hors coût, il y a la compétitivité coût, c'est-à-dire le coût du travail, le coût de la fiscalité, le coût de l'énergie. Et c'est là où est le problème, c'est que si vous travaillez, c'est votre responsabilité de travailler sur ces 3 coûts-là, principalement, il y en a d'autres, de telle façon à ce que tout s'enchaîne correctement vers la création d'emplois. C'était le premier point que je voulais vous dire. Alors, notre combat, c'est l'emploi, vous l'avez remarqué. Nous sommes dans une démarche de construction et d'échange. En effet, c'est un MEDEF de combat positif pour faire gagner le pays. Et ça, c'est très important pour régler ensemble les problèmes que nous avons. Il faut une France rassemblée. Il faut une France rassemblée autour de diagnostics partagés. Je trouve que votre ras-le-bol fiscal de la semaine dernière était une très bonne plateforme de départ de nos travaux communs. Et puis, nous vous avons entendu sur les pistes que vous avez évoquées. Ce qu'on voudrait dire, c'est que nous, on a toujours aujourd'hui des certitudes de hausse de cotisation face à des promesses de plan d'action ou des promesses de baisse qui sont... Pas cranté. Et juste pour finir... Vous permettez une toute petite interruption sur ce point-là, parce que je veux répéter ce que je dis comme engagement. Ce n'est pas une promesse de baisse, c'est un engagement du gouvernement. Je le répète, la réforme des retraites ne pèsera pas sur le coût du travail. Elle sera intégralement compensée pour sa totalité sur ce quinquennat. Là, acceptez tout de même que ce soit une avancée, Monsieur le Président. Alors, ça, c'est une simple compensation, mais qui nous fait très très peur, car si vous commencez toutes les réformes comme ça... Je vous rappelle l'objectif qui est celui du rapport Gallois et de tous les instituts, 100 milliards de trop sur la tête des entreprises, 50 sur le coût du travail, 50 sur la fiscalité. Je crois que c'est ça notre objectif, et c'est 20 milliards par an. 20 milliards par an rapportés à 1150 milliards de dépenses publiques, ça fait 1,7% de baisse de dépenses publiques. Toutes nos entreprises font beaucoup mieux que ça en crise, donc je crois qu'il faut cranter ça, il faut arriver à cranter ça. Alors, je retiens, Monsieur le Ministre, et en mot de conclusion, que je prends la main tendue de travailler ensemble, bien évidemment, mais dès lundi matin, je dégage mon agenda pour être à 8h chez vous, et j'apporterai les croissants, mais je les apporterai pour éviter que vous me les taxiez, surtout. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci à Pierre Moscovici et Pierre Gattaz qui vont devant les photographes officialiser ce pacte et cette entente et cette convergence. Et Monsieur le Ministre, si vous le permettez, il y a un stand France 2020 et les caméras vont vous suivre, Pierre Moscovici, pour vous rendre à ce stand 2020, le stand 2020 qui se trouve là-bas, pour y déposer une idée, former un vœu pour la France 2020-2025. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Pierre Gattaz, notre président. Merci à vous tous. Et rendez-vous dans les différentes sessions auxquelles vous voulez assister. Merci.